En manchette ce soir, une explosion à Val-d'Or force l'évacuation d'un bâtiment du CISAT. Le pavillon Germain Biguet a été décontaminé. Une Roi-Norandienne attend depuis 1 an d'être branchée avec Hydro-Québec. Je veux être entendue, je veux mon électricité. Temporairement, c'est faux, me débrancheront quand ils seront en mesure de mettre leur nouveau poteau. Rome demande une fusion du diocèse de Rouyn-Noranda et d'Amos. Et le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or réagit au rapport de suivi de la commission Bien. En début de soirée, bienvenue au TVA de 18h. Une partie du pavillon Germain Biguet du centre hospitalier de Val-d'Or a dû être évacuée plus tôt cet après-midi et c'est en raison d'une explosion causée par un mélange accidentel de produits nettoyants, tout ça dans le secteur de la buanderie. Le centre intégré de santé et de services sociaux régional précise que l'incident est survenu à 3h ce matin. Heureusement, personne n'a été blessé selon le service de sécurité incendie de Val-d'Or, dont une trentaine de ces pompiers ont été dépêchés sur les lieux à midi. Le délai entre l'explosion et l'évacuation est attribuable au fait que des experts en sinistre ont dû prendre le temps de se déplacer, mais aussi de procéder à une analyse des lieux. En milieu d'après-midi, la décontamination des espaces touchés était terminée. Il n'y a aucune personne là, qui sont là comme des patients ou quoi que ce soit. Donc, on a procédé à l'évacuation, puis par la suite, bien, on a entré nos équipes d'intervention pour effectuer l'absorption du produit qui était déversé. Il n'y a eu aucun blessé, mais il y a des gens qui ont senti comme une odeur forte, puis un picotement aux yeux. Mais après vérification, là, puis ventilation, c'est plus, je crois, un événement là, sur le coup. Toujours en santé, une importante éclosion de Covid-19 touche le CHSLD de Rouyn-Noranda. En raison de la propagation du virus, le CISAT avise la population qu'elle rend obligatoire le port du masque dans son établissement de soins de longue durée indéterminé à Rouyn-Noranda. On passe dans les faits divers maintenant. La Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Kingston Con Robert, 15 ans de Rouyn-Noranda. L'adolescent a été vu pour la dernière fois le 2 octobre dans le secteur du lac Simon. L'individu, vous le voyez à l'écran, mesure 5 pieds et 1 pouce, pèse 150 livres, a les cheveux et les yeux bruns. Évidemment, toute personne croyant voir l'adolescent doit contacter sans délai le 911. Dans un autre dossier, avoir de l'électricité demeure un défi, même en 2023, pour certains citoyens en Abitibi-Témiscamingue. C'est le cas de Guylaine Trudel à Montbéliard. Elle va devoir attendre au moins 1 an avant que sa nouvelle maison soit branchée. Kimberly Hall. Là, j'ai un petit panneau temporaire, mais très, très ferme. Dans mon cabanon, je pars une petite cafetière, ma lumière baisse. Je peux pas vivre l'hiver là-dedans. Là. J'ai pas de chauffage, j'ai pas rien. Là. Puis mon tuyau chauffant, mon fil chauffant, je fais quoi cet hiver? M'a scrappé ma maison. Propriétaire depuis 3 ans dans le quartier Montbéliard, Mme Trudel attend toujours qu'Hydro-Québec lui fournisse de l'électricité depuis le mois d'août. Elle assure avoir suivi les bonnes procédures selon ses besoins et se dit outrée de la façon qu'Hydro-Québec traite son dossier. Selon les procédures, l'électricien appelle Hydro disant que c'est le temps de rebrancher. Ils reviennent, repartent sans rien faire, disant que là, en fait, le seul retour d'appel qu'on a eu, c'est qu'ils devaient passer à l'ingénierie, problème de poteau. Fait que depuis ce temps-là qu'on court après eux. C'est un problème encore plus frustrant pour Guylaine Trudel, considérant que l'ancienne maison de ses parents, qui se trouvait au même endroit, a eu de l'électricité pendant 40 ans sans aucun problème. On paye nos factures, qui nous écoutent, qui nous aident, qui nous rendent un service, qui fassent quelque chose, qui me branche temporairement, au pire où ce que j'étais avant. Et ça faisait l'affaire avant. Je vois pas pourquoi que là, même s'il y a des nouvelles normes, d'accord, mais tu peux pas m'aider présentement, donc rebranche-moi où ce que j'étais. Ça n'a aucun sens. On est en 2023, c'est un besoin essentiel. Selon Hydro-Québec, des facteurs comme la pénurie de main-d'œuvre et les délais pour recevoir l'équipement expliquent les retards. Pour le moment, il n'y a pas de moyen pour accélérer le processus selon la société d'État. Ce qu'ils peuvent faire, c'est véritablement de faire leur demande à temps, mais sinon, nous, après, c'est notre responsabilité de les brancher. Il y a des gens qui décident de faire leur propre plantage de poteaux, leur propre réseau, mais il faut comprendre que si on passe par cette avenue-là, on devient responsable de son réseau et de son entretien. Donc nous, on encourage les citoyens à travailler avec Hydro-Québec. Les délais sont à peu près les mêmes que les dernières années, autour de 12 à 18 mois pour ce qu'on appelle des dossiers complexes.
Selon Hydro-Québec, les délais vont être améliorés l'année prochaine puisque les travailleurs auront la chance de rattraper le retard dû aux feux de forêt et à la pandémie. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et à la question du jour, on vous demandait, trouvez-vous que la région bénéficie d'un branchement adéquat à l'électricité par Hydro-Québec? Vous avez répondu non à 58%. Les diocèses d'Amos et de Rouyn-Noranda sont sur le point de fusionner. L'évêque de Rouyn-Noranda, Guy Boulanger, prendra les rênes des deux diocèses voisins. Alexandre Cabana l'a rencontré. Mais la fusion n'est pas faite, hein? Elle n'est pas faite, vraiment pas. Un changement de taille se pointe à l'horizon pour les diocèses de Rouyn-Noranda et d'Amos. D'ici quelques mois, ils ne feront qu'un. Et ce depuis que le pape en personne a accepté la résignation de l'évêque d'Amos, Monseigneur Gilles Lemay. On va rester deux entités tout à fait indépendantes, mais intérieurement, bien, on se prépare à... Avec le diocèse d'Amos, qui s'étend jusqu'au Grand Nord québécois, et celui de Rouyn-Noranda, le futur diocèse aura le plus grand territoire à desservir à travers le Québec. Le territoire, c'est à peu près la moitié de la province du Québec, là, avec c'est très, très grand. C'est pas fréquent qu'on a à aller là. Et de ce que je sache, dans le futur, il va rester juste une mission dans le Grand Nord. Là. Mon travail, je visite les différentes communautés chrétiennes, que ce soit les missions autochtones, que les paroisses, les autres paroisses. Alors, j'ai à circuler dans le territoire de façon assez régulière. Un autre défi auquel se prépare le diocèse est certainement la diminution de fidèles au sein de l'Église. Une réalité qui ne semblait pas effrayer sœur Madeleine du diocèse de Rouyn-Noranda. L'engagement des gens s'est juste intensifié. Sauf que ces gens-là vieillissent aussi. C'est pas facile, hein? C'est pas facile, c'est de moins en moins facile. C'est la difficulté peut-être à trouver cette relève-là. C'est ça qui change, que je vois, qui est plus difficile d'une année à l'autre. Pour l'évêque Boulanger, l'utilisation des nouvelles technologies et des réseaux sociaux est un moyen de rejoindre plus facilement les croyants. C'est de trouver des moyens pour rejoindre des nouvelles générations. Il y a des immigrants aussi qui arrivent en région aussi, qui sont souvent très attachés à la foi, puis qu'on essaie d'accueillir puis d'intégrer de plus en plus. La création du nouveau diocèse, ces moyens-là facilitent aussi, là, parce que les distances sont plus sont pas vécues de la même façon qu'elles l'étaient dans le passé. Là. L'évêque Guy Boucher inaugurera son nouveau ministère épiscopal le 11 novembre prochain lors d'une grande cérémonie à la cathédrale d'Amos. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Sur un autre sujet, le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or réagit à son tour sur le rapport de suivi sur les relations entre les Autochtones et les services publics du Québec, dévoilé par le protecteur du citoyen hier à Val-d'Or. Et selon le Centre, les résultats rapportés demeurent insatisfaisants. Plus de détails avec Emilia Laliberté. Près des 2/3 des 142 appels à l'action de la Commission Vient n'ont toujours pas été mis en œuvre de façon satisfaisante selon le protecteur des citoyens. Pour la directrice générale du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, la balle demeure toujours dans le camp du gouvernement afin d'améliorer la situation. Le constat qu'on fait, c'est qu'il y a quand même eu un travail très rigoureux qui a été fait par une instance indépendante du gouvernement, indépendante des Premières Nations aussi. Donc, 30 des réalisations sont faites. Donc, il y a encore du chemin à parcourir, c'est ce qu'on comprend. C'est également un rappel au gouvernement de voir ces enjeux-là comme des enjeux systémiques et donc que les appels à l'action répondent de façon concrète. Le protecteur du citoyen affirme que des mesures concrètes ont été prises, mais des dossiers importants doivent encore se concrétiser. Les besoins de logement en milieu autochtone et l'amélioration des services ont d'ailleurs été soulevés. Madame Cloutier est toutefois heureuse de constater que la question de la sécurité de la femme autochtone a été mise de l'avant. S'il y a eu une commission Vient, c'est parce qu'il y a eu des femmes autochtones qui ont pris leur courage pour dénoncer des abus à leur égard. Et donc, la commission Vient, dans son rapport, a malheureusement effacé ou invisibilisé ce fait. Ceci étant dit, maintenant que le protecteur du citoyen le ramène dans le cadre de son rapport, bien moi, ça m'a sécurisé de savoir que cet enjeu-là n'est pas mis en arrière-plan. Pour le moment, aucune stratégie globale n'a été élaborée pour la suite de la commission Vient. Toutefois, le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or souhaite voir le gouvernement travailler en amont et en co-construction avec les Premières Nations et les Inuits. Kémilia Laliberté, RNC Nouvelles, à Val-d'Or.
On se déplace au Témiscamingue puisque vent de renouveau à Lorrainville. La municipalité a depuis dimanche un nouveau maire et il s'agit de Jean Martineau qui a remporté le scrutin avec une majorité de 67%. Les détails avec Vincent Tremblay. Jean Martineau est le nouveau maire de Lorrainville. Il succède à Simon Gélina qui a démissionné 2 ans après avoir été élu. Au scrutin de dimanche, il a obtenu 241 votes contre 71 pour Gilles Lepage et 47 pour Régent Paquin. Bien, j'ai été surpris. Je ne m'attendais pas à une victoire comme celle-là. Mais bien content du résultat. C'est ça, je suis rendu à 62 ans. J'ai été impliqué dans à peu près toutes les affaires au niveau municipal. Puis là, j'étais rendu à aller sa grosse chaise, comme on dit. La jeunesse qui s'en vient à Lorrainville, j'ai travaillé avec eux autres à l'école. Je suis un peu fier de ça. Mes enfants aussi sont... c'est ça qui est le fun. Simon Gélina a quitté son poste de maire pour des raisons personnelles. Au Témiscamingue, 5 maires ont démissionné dans la dernière année. Et pour Claire Bolduc, la charge de travail peut expliquer ses départs. Si on regarde ce qui se passe partout au Québec, il y a plus d'une centaine de maires qui ont quitté leurs fonctions depuis les élections générales de 2021. Clairement, la charge, elle est de plus en plus lourde. Les conditions pour exercer les fonctions sont moins faciles. La rémunération et la reconnaissance des élus, elle n'est pas là. Jean Martineau est un visage bien connu au Témiscamingue. Il est impliqué dans divers organismes de la région, dont avec l'équipe de hockey junior des Pirates de Ville-Marie. Comme maire de Lorrainville, il veut faire croître la municipalité. Moi, j'ai la tête pleine, mais c'est ça. On va y aller un à la fois. Là, on ne se pitchera pas un peu partout. Là. Moi, Lorrainville, je veux l'amener le plus haut qu'on peut. Je veux des projets. Il y a beaucoup de projets sur la table. Le conseil est jeune, ils vont être capables m'emmener des projets aux autres ici. Le bureau, c'est des jeunes personnes avec des capacités énormes. Fait que on va de l'avant avec ce qu'on a. Vincent Tremblay, RNC Nouvelles, à Lorrainville. Toujours dans le monde municipal, le rapide danseur doit se trouver un nouveau maire. Sylvain Vachon, qui occupait cette fonction depuis août dernier, a annoncé la nouvelle mardi lors de la séance du conseil municipal. Monsieur Vachon explique que son départ est en raison de nouveaux défis professionnels qui l'obligent à se déplacer régulièrement à l'extérieur de la région. Ce dernier signifie aussi que c'est à contre-cœur qu'il prend cette décision et qu'il regrette de ne pas pouvoir mener à terme certains projets comme la revitalisation de l'église du village. Toutefois, il considère laisser le village de Rapide Danseur entre des bonnes mains. Oui, j'ai démissionné. Oui, un autre conseiller qui a démissionné. Mais il reste une équipe de base qui est là, qui va s'ajouter à ça des nouvelles personnes. Ces nouvelles personnes-là vont amener des nouvelles visions, des nouvelles manières de faire. Et moi, je suis confiant. Quand le terreau est fertile, peu importe qui fait pousser la graine, quand la graine est là, le terreau est fertile, ça donne une bonne récolte. En éducation, c'est aujourd'hui la journée mondiale des enseignants et pour l'occasion, des dizaines d'élèves et de collègues ont pris le temps de remercier les enseignantes et les enseignants. Yvon Moreau. Les élèves posent des questions. C'est quoi? C'est la journée mondiale des enseignants. C'est la fête de tous les profs. Donc, quand tu arriveras dans ta classe, tu peux dire bonne fête à ton enseignant. Puis, ils sont tous contents. C'est des belles petites attentions que tout le monde apprécie. On est content que notre travail soit souligné. Au niveau syndical, vous aimeriez que le gouvernement vous montre, au-delà de l'appréciation, vous prouve qu'on apprécie votre travail aussi. Oui, absolument. C'est bien beau, pendant la pandémie, avoir appelé tout le monde les anges gardiens et tout ça, puis dire qu'on a fait du bon travail et tout. Mais maintenant, il faut que ça se concrétise par autre chose que juste merci de la part du gouvernement. Alors, qu'est-ce qu'on demande pour la Journée mondiale des enseignants? Reconnaissez notre travail, valorisez la profession enseignante, reconnaissez l'autonomie professionnelle dont on devrait jouir. Permettez-nous d'avoir des conditions gagnantes parce que ce qu'un enseignant veut, c'est d'avoir les conditions pour faire réussir ses élèves. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire revoir la composition de la classe. Donc, permettre des classes beaucoup plus équilibrées pour que tout le monde puisse avoir son moment avec son enseignant, pouvoir travailler sur ses forces, ses difficultés. Qu'est-ce qu'on demande aussi? Alléger la tâche des enseignants pour que les enseignants fassent quoi? Enseigner.
Parce que présentement, les enseignants font bien d'autres choses que juste enseigner. Et nous, on aimerait ça qu'on puisse se concentrer uniquement sur la tâche de l'enseignant. Bien, bonne journée mondiale des enseignantes et enseignants et en espérant que vous ayez autant d'écoute chez le gouvernement que chez les enfants. Bien, merci. Je pense que jusqu'à maintenant, c'est plus facile avec les enfants qu'avec le gouvernement. Alors, on croise les doigts pour que ça change puis que ça soit au même niveau. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Vous désirez bien planifier vos investissements ou l'étude de vos enfants? Profitez de la valeur de nos conseils afin de sécuriser votre futur. GFM Groupe Financier. Au-delà de la finance, il y a vos rêves et vos projets. Salut, ici Alex, leader et bassiste du groupe The Brooks. Après la pause, j'ai une entrevue avec Stéphanie. À bientôt. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. C'est entouré d'entrepreneurs d'Amos que Marie-Josée Barré a souligné l'ouverture du nouvel emplacement de son entreprise, l'ABC de l'art Aricana. Mieux positionnée au centre-ville et ayant doublé sa superficie, elle offre désormais une plus grande gamme de matériel artistique, une section complète réservée au dessin et une salle de cours de peinture plus conviviale. Plus de 40 000 $ ont été investis et 3 emplois ont été créés. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Stéphanie, c'est ce soir que les amoureux de funk et de la musique soul vont pouvoir se donner rendez-vous au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda. Oh que oui, avec la formation de Brooks! J'avais tellement hâte. Écoutez, ça se passe au Théâtre du Cuivre. Mélissa, comme vous venez tout juste de le dire, de Brooks qui nous présente leur spectacle Any Day How. Je vous fais une petite confidence comme ça. Moi, je les ai déjà vus en spectacle. En 2016-2017, ça a été le meilleur show de toute ma vie live. C'est vraiment quelque chose. Puis je vous dis pas ça pour vous jouer du violon à la maison. C'était vraiment excellent. Donc, pour ceux et celles qui aimeraient ça aller les voir, je vous rappelle que demain, ça se passe au Théâtre des Escars d'Amos. Samedi, ça va se dérouler au Théâtre Télébec de Val-d'Or. Et après les avoir entendus, bien, vous allez comprendre pourquoi certains musiciens ont accompagné de grands compositeurs de musique. C'est sûr qu'avec le passé d'Alan, ça l'aide un peu à décrire le genre de musique qu'on fait. Donc, Alan, qui est notre chanteur, moi, je suis le leader du band, mais Alan, ça reste le frontman. Et Alan, lui, était tromboniste sur les Jackson, était choriste pour Michael Jackson dans son jeune temps. Donc, ça donne une idée un peu du genre de musique qu'on fait. C'est un peu un mélange de James Brown, Earth, Wind and Fire, Michael Jackson. Fait que c'est un spectacle qui est un peu monté comme un DJ set, si je peux dire ça comme ça. Donc, pas vraiment de pause. Puis encore là, on aime ça, avoir la participation du public, ça nous donne de l'énergie en même temps. Et Stéphanie, les amateurs de cocktails seront servis avec le nouveau livre de Patrice Plante, disponible en librairie le 19 octobre prochain. Oui, livre qui s'intitule « Boire mieux », 180 recettes de cocktails légers en alcool et sans alcool. Écoutez, c'est vraiment l'outil idéal à avoir sous la main. Hein? Si vous décidez de faire des soirées un petit peu plus tranquilles, de laisser faire la grosse caisse de bière, bien, des fois, c'est le fun d'y aller assez léger. Merci. Je vous conseille très fortement ce livre-là où est-ce que vous allez pouvoir y trouver tout plein de choses assez intéressantes. Merci. On parle de techniques incontournables, d'accessoires indispensables, de soupçons d'histoire également. Et comme si c'était pas assez, on a les 180 recettes qui sont séparées en 4 catégories. Monsieur Cocktail a très, très hâte de vous les présenter. Souvent, on pense que le sans-alcool, ça va être sucré parce que c'est tout ce qu'on a connu, mais non, ça peut être complexe, ça peut être amer, ça peut être herbal. Mais il y a aussi, est-ce qu'on peut faire des choses plus funky pour les enfants? Fait que, tu sais, dans le livre, j'ai inventé un sirop de gomme ballon pour nous faire revenir en enfance nous-mêmes, mais aussi pour nos enfants, pour aller voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus capoté. Je me suis amusé à faire une espèce de saké sans alcool, une espèce de scotch sans alcool maison. Il y en a pour tous les goûts, il y a 180 recettes. Fait que, tu sais, moi, j'aime pas ça faire des livres de 30 recettes. Tu as fait le tour trop vite. Là, à 180, si vous en avez 20 qui deviennent des coups de cœur, j'ai réussi ma mission.
Et je vous rappelle que ce livre-là, à la base, a été inventé pour la femme de Monsieur Cocktail qui avait sa 3e grossesse. Donc, elle s'était dit « Ah, ce serait le fun de varier un petit peu dans les drinks. » Donc, c'est pour ça que ça a sorti. Je vous rappelle que c'est le 19 octobre que vous allez pouvoir vous procurer le livre dans toutes les librairies au Québec. C'est-tu pas merveilleux? Également sur le site internet www.monsieurcocktail.com. Et pour terminer, je vous rappelle que c'est ce soir que ça se passe, ce soir et demain, à l'Agora des Arts. On a l'inauguration de la place qui va avoir lieu. Demain, on a une entrevue avec Adam Fauché, qui est le directeur artistique. Ne manquez pas le bulletin de 18h. C'est bon, merci Stéphanie. Les Huskies n'ont laissé aucune chance aux Olympiques et repartent de Gatineau avec une victoire. Le match était présenté hier soir au centre Slush Puppy de Gatineau. On vous dévoile le score dans un instant. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Dans la LHGMQ, les Huskies n'ont laissé aucune chance aux Olympiques et repartent de Gatineau avec un gain de 7-3. Le match était présenté hier soir au centre Slush Puppy de Gatineau. Et avec 3 points, dont 1 but et 2 passes, Antonin Véro s'est illustré dans la victoire de son équipe. Le prochain match de la Meute sera ce soir, toujours sur la route. Ils vont être du côté de Drummondville pour y affronter les Voltigeurs. Aujourd'hui, mais on devrait en avoir ce soir et cette nuit dans toute la région. On aurait aussi un risque d'orage et côté température à faire un minimum de 13 et 14 degrés. Pour demain, même scénario, on s'attend à des averses cessant d'après-midi. Ensuite, on devrait avoir une alternance de nuages et de soleil sur tous les secteurs avec un 40% de probabilité d'averses. Il devrait faire un maximum de 19 degrés. Et un petit aperçu pour samedi, eh bien, alternance de soleil et de nuages en Abitibi et juste des nuages au Témiscamingue. Par contre, il y a un 40 à 60% de probabilité d'averses dans la région. Côté température, on devrait être autour des 13 degrés. Avant de se quitter, j'aimerais souhaiter une belle retraite à Jean-Paul Poulain, qu'on appelle ici Polo. Il est juste derrière la caméra, vous allez le voir dans pas longtemps, tous les jours. Et je peux vous dire qu'en plus d'être un opérateur de production exceptionnel, il est aussi un humain incroyable, doté d'une gentillesse et d'un professionnalisme hors pair. Moi, j'ai eu la chance de le côtoyer tous les jours, mais d'autres personnes ont eu plus de chance que moi, puisque ça fait maintenant près de 44 ans que Polo travaille pour RNC Média. Vous ne voyez peut-être pas entièrement, mais sachez que Polo est derrière tous les fabuleux décors qu'on a ici depuis des années. Alors Polo, au nom de toute l'équipe d'ici d'ailleurs, on te remercie pour toutes ces belles années. Merci, bonne retraite. Bonne retraite, Polo. Attends, j'essaie d'arriver, j'arrive.